Le projet de loi portant sur la représentation de l'État dans les collectivités territoriales décentralisées a été adopté aujourd'hui. Le pouvoir attribué aux personnalités élues a alimenté les débats lors de la séance plénière. À vendre ou à transformer à Madagascar, l'État n'arrive pas à trancher sur les options proposées par la CITES sur le stock de bois de rose. Le projet de loi porté sur l'adoption du stock zéro sera attendu au mois d'octobre. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté pacifiquement hier à Bangui contre la présence militaire française en Centrafrique au lendemain des heurts meurtriers dans un quartier musulman de la capitale. Les manifestants entendaient exprimer leur mécontentement contre l'armée française. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition sur Cool TV. Le projet de loi portant sur la représentation de l'État dans la collectivité décentralisée a été adopté aujourd'hui. 76 parlementaires sur les 91 présents à la séance plénière ont levé la main. Les débats entre le ministre de l'Intérieur et les parlementaires se sont concentrés sur le pouvoir attribué aux représentants de l'État. Le VPM Malagas Miramien, quant à lui, maintient sa position. Il estime que les textes sur la décentralisation doivent être rassemblés dans une seule loi. Ernirin Rabari. La déconcentration a été mise en exergue dans le projet de loi portant sur la représentation de l'État. De nouvelles dispositions y ont été insérées. Parmi elles, la nomination d'un commissaire général au niveau des 6 provinces. L'État est représenté par le préfet au niveau de chaque région et par le chef district au niveau des communes. Ces personnalités sont les représentants du pouvoir exécutif d'après le teneur de ce projet de loi. Cette nouvelle organisation met un terme au conflit de compétences dans les collectivités territoriales décentralisées. La séparation de pouvoir entre les personnalités nommées et élues devrait être clarifiée d'après le député Rakut Manza Trodin. Les personnalités élues ont souvent été instrumentalisées et politisées par l'État. Au niveau des communes, par exemple, le conflit entre les maires et les hautes personnalités politiques est souvent à la source de la nomination d'un président de la délégation spéciale ou PDS. Certains députés se sont opposés à ce projet de loi. D'après eux, le pouvoir attribué aux personnalités élues et nommées ne sont pas équitables. La 6e session extraordinaire de l'Assemblée nationale a été clôturée cet après-midi. Au programme, l'adoption des projets de loi sur la décentralisation et la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature. Le statut particulier d'Antananarive fera l'objet d'un nouveau projet de loi qui sera débattu en octobre. L'amendement de plusieurs articles du projet de loi initial est de ce fait prévisible. La convocation d'une autre session extraordinaire est du ressort du gouvernement. La prochaine session ordinaire, quant à elle, est prévue pour le mois d'octobre. Un seul des 3 projets de loi sur les collectivités territoriales décentralisées proposés par le gouvernement à l'Assemblée nationale de Timbazaz a fait l'objet d'amendements. Les 2 autres ont été adoptés sans problème. Les textes sur les collectivités décentralisées ont connu leur dernière modification en 1997. Anjarson. Les fonctans sont les structures les plus proches de la population. Pourtant, le système n'a jamais fait l'objet d'aucun effort d'amélioration, sauf en période d'élection. Elles sont négligées lorsqu'on parle de légiférer sur les collectivités territoriales et même les paiements des indemnités ne sont pas réguliers. D'un autre côté, Ralessé Nguy Maxime, président du FPTM, Oufikambanan Bentananet Madagascar, affirme que les nouvelles lois régissant les collectivités territoriales décentralisées, adoptées récemment par les députés, ne sont qu'illusoires. Il soupçonne un micmac politique afin que l'État puisse nommer des personnalités acquises à la tête des collectivités sans passer par une élection. Par contre, le ministre de l'Intérieur, Mahafal Sulnouf Nanjasana Olivier, affirme que ces nouvelles lois répondent bien aux exigences de la déconcentration-décentralisation. Il n'y a plus de zones oubliées, affirme-t-il.
Jusque-là, aucun membre du gouvernement n'a osé donner un pouvoir quelconque aux élus au niveau de ces collectivités territoriales. Pourtant, si le but est de mettre en place la vraie décentralisation, ils doivent avoir l'audace de faire confiance aux élus. François Hollande ne visitera pas Madagascar lors de sa tournée dans l'océan Indien. Par contre, le président français et son homologue malgache ont prévu une rencontre en marge du sommet de la Commission de l'océan Indien. Selon le géopolitologue Julien Radanoir, les relations entre les deux pays sont au beau fixe, malgré quelques points à éclaircir. Le président français a rejoint Mayotte ce jour pour atteindre le sommet de la COI qui s'y tiendra demain. C'est un reportage de Ernie Rinarapari. La coopération entre la France et Madagascar s'illustre par de nombreux projets sociaux financés par la France et une relation diplomatique stable. François Hollande et Razon Armapian se sont d'ailleurs déjà entretenus 3 fois depuis l'investiture au mois de janvier du président malgache. Mais selon Julien Radanoir, des divergences perdurent. Le président français François Hollande a juste survolé le Madagascar pour se rendre de l'île de la Réunion à Mayotte, où va avoir lieu le sommet de la COI. La ministre malgache des Affaires étrangères Arsula Larazavchim s'est refusée à tout commentaire. Elle présidera le sommet de Moroni et a quitté le pays hier. Aucune autre information n'est parvenue du ministère des Affaires étrangères. Quoi qu'il en soit, le calendrier du président malgache prévoit une rencontre avec François Hollande à Moroni, en marge de ce sommet. Une rencontre qui sera une occasion en or pour évoquer la gestion des îles éparses, longtemps mis sur la touche. À Antananarive, demain, une manifestation est prévue pour réclamer leur retour dans le giron de Madagascar. L'État est indécis quant à la suite à donner aux propositions de la CITES concernant les bois de rose saisis et vendus ou transformés au pays. Ce serait l'une des raisons qui explique la poursuite du trafic. Les lois du stock zéro sont actuellement en cours d'élaboration, mais en attendant, le trafic continue. Reportage. Malgré les appels au secours de différentes associations et de quelques députés depuis le mois d'août, la coupe et le trafic de bois de rose continuent de plus belle. Aucun milliardaire n'a été arrêté ni fait l'objet de poursuites judiciaires. Le débat reste chaud sur ce que l'État va faire des bois de rose saisis tout à Madak à l'extérieur, en Tanzanie, à Singapour. Après l'accord effectué, Madagascar ne peut plus passer de la CITES. Le stock zéro de bois de rose saisis sera-t-il effectif? L'adoption de la loi y afférente au niveau de l'Assemblée nationale reste en stand-by. Ce qui a été convenu avec la CITES, c'est que Madagascar doit mener une audit concernant le bois de rose et le bois de benne, et aussi faire un plan d'utilisation de ces produits. Actuellement, on est en train de rédiger, faire des études concernant donc les moyens matériels, financiers et personnels utilisés pour cette étude. Par ailleurs, on ignore le nombre exact des bois de rose saisis ainsi que le budget alloué pour éradiquer le trafic. Les travaux des agents du ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts se limitent donc à la constatation de l'infraction à la saisie des produits délictueux et à la mise sous séquestre, et puis de déposer au niveau du tribunal compétent la conclusion. Et c'est à partir de cette étape-là que le tribunal prend les dossiers en main. Donc c'est au niveau du tribunal qui va faire sortir le jugement. Donc c'est à eux de décider. Si auparavant un task force ou force mixte a pris en charge le combat, un comité interministériel a pris la relève. Les résultats des enquêtes faites par ce dernier seront connus au mois d'octobre prochain.
L'association dite Société civile en action réclame la gratuité de l'éducation de base et le recrutement de tous les enseignants FRAM qui sont au nombre de 75 000 actuellement. Après une pétition signée par 102 personnes, les membres de SCA donnent un ultimatum de 48 heures à l'État sous peine d'une manifestation à durée indéterminée. Zora Koutinjin. Un ultimatum de 48 heures. Se sentant trahis après les 8 mois de présidence de Eradon Armampian, les membres de l'association dite Société civile en action réclament à l'État la gratuité de l'éducation. Leur argument, l'article 24 de la Constitution. La Constitution, l'article 24 de la Constitution stipule bien que l'État organise un enseignement gratuit et accessible à tous. Et là, je dis que l'État doit prendre ses responsabilités. En plus, c'est une promesse présidentielle. Et là, je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures, parce que quand il y a eu cette affaire de diffamation envers un ministre, on a tout de suite sorti une loi pour sanctionner les gens qui font de la diffamation. Mais aujourd'hui, je dis qu'il faudrait faire la même chose et prévoir des sanctions encore plus lourdes pour les hommes politiques qui font des promesses électorales qu'ils ne tiennent pas. Prenant au mot le discours de Eradon Armampian lors de son investiture, la SCA réclame également le recrutement des 75 000 enseignants FRAM que compte l'éducation nationale. Les 10 000 postes budgétaires accordés dans la loi de finances ne répondent pas de ce fait à leurs attentes. Leur lettre, signée par 102 personnes, a été déposée au ministère de l'Éducation nationale ce jour. Lundi prochain, il prévoit de tenir une manifestation en l'absence de réponse. Les inscriptions dans les écoles primaires publiques n'ont pas encore commencé. Et on passe aux actualités internationales. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté pacifiquement hier à Bangui contre la présence militaire française en Centrafrique au lendemain de heurts meurtriers dans un quartier musulman de la capitale. Les manifestants entendaient exprimer leur mécontentement contre l'armée française qu'ils accusent de harcèlement contre les musulmans. Ils brandissaient des pancartes en carton dénonçant l'opération militaire française Sangari et la force européenne EUFOR qui compte une importante composante hexagonale. Suivez le reportage de France 24. Oui à la MISCA, la force africaine de maintien de la paix. Non à Sangaris, l'opération militaire de l'armée française. Ces musulmans accusent les soldats français de les harceler, vol, violence. Ils ne veulent plus de Français sur leur sol. On n'a besoin pas de Sangaris ici. On trouve les Sangaris ici, on va te tuer. On n'a besoin pas de ce voleur de diamants même. On a volé tout, même les tôles, les briques, en diamant, or. On n'a besoin pas. Ils accusent aussi les militaires français d'alimenter les tensions avec les chrétiens. Ils sont venus nous séparer, nous distinguer, amener la distinction entre nous et les chrétiens. Alors qu'on a vécu ensemble pendant des années, des milliers d'années, depuis avant l'indépendance. On a fait le bagarre avec les sangaristes. C'est hélico qu'ils sont en train de faire bagarre avec nous les civils simples. Et c'est sur ce point que les versions divergent. Des heurts ont éclaté mardi soir et mercredi matin dans le quartier musulman du PK5 à Bangui. Des tirs entre soldats français et individus armés. Les habitants affirment que les forces internationales ont tué un jeune lors d'une opération de désarmement. Le fort dit avoir été attaqué et compte bien maintenir ses positions sur le terrain. Ça ne va pas changer de toute façon notre attitude qui reste une attitude cohérente avec l'esprit de protéger la population. Et protéger la population, ça veut dire travailler pour les gens, travailler pour que la normalité puisse revenir. Le pays est toujours sans gouvernement. La nomination du Premier ministre Mahamat Kamoun le 10 août est toujours contestée par l'ex-rébellion Séléka et une grande partie de la classe politique centrafricaine. Pour élaborer un plan d'action contre l'épidémie d'Ebola, un coordinateur de l'ONU est en visite dans les 3 pays touchés par ce virus, Guinée, Sierra Leone et Libéria. Le Libéria, où un couvre-feu est décrété hier aujourd'hui, a suscité des manifestations et a noté que désormais c'est tout le Libéria qui est concerné par ce virus et le Nigeria, le pays moins touché par ce virus, annonce 2 nouveaux malades. France 24.
Sous haute surveillance de l'armée libérienne, des tonnes de vivres sont distribuées aux habitants de West Point. Principalement de l'eau, de l'huile et du riz, dont les prix explosent depuis la mise en quarantaine du quartier. Le prix d'un paquet de riz est actuellement de 40 $ libériens. Donc quand on nous donne du riz, on est content. On veut juste être libre, qu'ils rouvrent les routes pour qu'on puisse trouver à manger. Les habitants disent ne pas avoir été prévenus de la mise en quarantaine de West Point. Ils n'ont donc pas fait de provisions et ne peuvent plus ni se rendre au travail ni au marché. De leur côté, les autorités assurent qu'isoler ce quartier gravement touché par Ebola était une mesure nécessaire. Le gouvernement aime son peuple et veut que son peuple soit content et en bonne santé. Il veut aussi lui dire que cette maladie est grave. La veille, des incidents ont éclaté quand un membre du gouvernement est venu chercher sa famille pour la sortir de West Point. Des habitants ont tenté de franchir à leur tour les barbelés, mais la police les en a empêchés. Jeudi soir, l'émissaire de l'ONU, le docteur David Nabarro, est arrivé au Libéria. Première étape d'une tournée dans les 4 pays, dépassée par l'ampleur de l'épidémie. Mikulwef avec In Katarakut Manatsu juste après ce journal, suivi de 2 films, National Security, un film comédie, et Teeth, un film frisson, un peu plus tard dans la soirée. Fin de cette édition, merci de votre fidélité à Cool TV. Nous vous donnons rendez-vous demain à 20h30. Au revoir et bonne soirée.